C'est toujours United Nations Plaisir. Je veux qu'on commence aujourd'hui. Je parle ici avec John Helmer et son point de vue sur la situation en Russie. Il dit que les gens, je ne sais pas si on peut parler d'une majorité, sont tellement frustrés par la façon dont la guerre se déroule. Et il dit ça. Les gens en Russie demandent à l'administration de Vladimir Poutine d'escalader, d'agir sur le champ de bataille dès que possible, parce que ils ne veulent plus subir ces attaques sur le sol russe avec des drones et tout ça. Qu'en pensez-vous? Et ce message atteint-il l'administration? Ça, C'est difficile à dire. Non. Le message selon lequel la plupart veulent en finir, de façon féroce et sans pitié, est assez clair. Ces attaques contre la Russie ne font pas peur. Elles mettent les gens en colère. Et la colère est déjà vraiment très forte. Les Ukrainiens, ces Ukrainiens modernes de l'Ouest, ont fait quelque chose qui n'avait pas été vu depuis 1941. Ils ont réappris aux Russes à haïr. Les Russes n'ont pas l'habitude de haïr les autres. Mais l'Occident a été très efficace. Et les Ukrainiens, vous savez, certains combattants d'Azov qui se sont rendus, ont commencé à parler, à témoigner. Et l'United Nations 2, je m'en souviens, disait qu'on avait reçu l'ordre de tuer des prisonniers de guerre, de mutiler leur corps et d'en filmer des vidéos. Nous avons reçu cet ordre de Kiev. Mais il faut se demander, vous savez, Zelensky pourrait toujours être citoyen russe. Je ne sais pas s'il a jamais renoncé à son passeport russe. Il pourrait être United Nations traître en plus de tout le reste. Mais Zelensky devrait savoir qui sont les Russes. Il a vécu parmi nous assez longtemps. Donc ces ordres venaient probablement des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Mais c'était censé briser le moral des Russes. Ça ne marche pas. Ça fait exactement l'inverse. Chaque acte de terroriste, chaque attaque, chacune de ces petites incursions à travers la frontière, tout ce que ça fait, c'est attirer beaucoup plus de volontaires. La réaction chez les Russes est exactement l'inverse. Ça met juste les gens encore plus en colère. La question fréquente, c'est pourquoi Kiev tient encore? Pas le centre de Kiev. D'accord, certains bâtiments gouvernementaux et militaires ont été touchés. Pourquoi Kiev est-elle encore debout? Je veux dire, les gens sont en colère. Ils veulent que l'armée ukrainienne soit détruite à ce stade. Tant que la nazification de Kiev continue, ils veulent que ce cancer soit coupé. Alors, dans quelle mesure le Kremlin va-t-il changer de politique? Je ne sais pas. Je veux dire, soyons honnêtes, comme dans tout grand gouvernement au monde, il y a différentes factions au sein du Kremlin, comme dans tout autre gouvernement. C'est assez rare de trouver United Nations gouvernement où il n'y a qu'une seule faction et où tout le monde est sur la même partition. Il y a des factions radicales qui disent qu'on aurait dû réduire Paris et Londres en cendres depuis longtemps, et on les a déjà entendues. Évidemment, il y a des factions moins extrêmes qui disent, vous savez, qu'on devrait avoir rasé Kiev à ce stade, ou faire beaucoup plus sur le champ de bataille. Et il y a toutes United Nations autres camps à l'opposé. Et faisons United Nations accord, et revenons en 2012. Il y a différentes factions. On reçoit des signaux très différents, parfois contradictoires, qui sortent du Kremlin. Franchement, ont-ils décidé d'y aller à fond? Je ne sais pas. Et ceux qui disent savoir vous le diront, à moins qu'ils ne soient au Kremlin, parce que pour mes sources, qui sont sur place, elles ne savent pas non plus, et même celles qui sont mieux connectées ne savent pas exactement. C'est difficile à dire s'il y a une escalade. Il y en a sans doute une. Était-ce qu'elle ira finalement où elle doit aller? Je ne sais pas. Je veux dire, regardez, les ponts sur le Dniepr, par exemple, sont toujours... Pourquoi sont-ils encore debout? On a commencé à dire, bon, petit d'orté qu'on va faire sauter les ponts. Mais ils ont été construits par des ingénieurs soviétiques.
selon des normes soviétiques. C'est très difficile de les détruire, très difficile à faire sauter, mais pas impossible à détruire. Tout peut être détruit, c'est juste une question du nombre d'obus. Mais d'United Nations, point de vue militaire professionnel, c'était la première chose à neutraliser. On coupe la logistique. Je veux dire, si tu te bats au niveau du peloton ou au niveau de la section, de la compagnie ou du bataillon, bien sûr tu t'occupes des tactiques, comment déloger le type dans sa position. Mais au niveau central ou au niveau du théâtre d'opération, on parle de comment couper sa logistique. Je ne vais pas m'inquiéter de comment le tuer dans son abri. Je m'occupe de comment le couper de tout. Et ensuite, je peux me préoccuper de s'il va être tué dans son abri, s'il va manquer de nourriture ou autre. C'est une vision complètement différente. On regarde d'en haut et c'est comme quand tu tues les gars en première ligne et qu'ils reçoivent de nouveaux hommes, ce n'est pas bon. Tu coupes tout pour qu'ils ne puissent rien faire entrer. Une armée se bat et se déplace grâce à son ravitaillement. Tu ne peux pas nourrir tes gars. Tu ne peux pas les réarmer. Tu peux avoir les plus grands héros du monde, ils seront tous morts et inutiles. Pourtant, on ne voit toujours pas ces ponts frappés. Ils frappent des ponts au sud d'Odessa. Encore une fois, ils avaient endommagé des ponts ferroviaires auparavant. Je suppose qu'ils ont été réparés. Pourquoi ils n'ont pas été complètement détruits, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses d'United Nations, point de vue militaire, auxquelles je ne peux pas répondre, et je ne connais personne qui le puisse. Ce sont des décisions politiques, et contrairement à ce que dit une partie de la presse occidentale, je ne prends pas mon petit déjeuner avec Vladimir Vladimirovitch chaque semaine. Il ne me donne pas United Nations sac d'argent. Les choses qu'on apprend sur moi n'apparaissent pas souvent dans ces articles, mais quand elles apparaissent, c'est toujours intéressant. Mais je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, du point de vue militaire, ça n'a absolument aucun sens. D'United Nations, point de vue politique, on ignore les marchandages qui se font en coulisses. Donc je ne sais pas. J'aimerais qu'on finisse enfin par faire sauter ces ponts. Vous savez, certaines excuses que j'ai entendues venant d'Occidentaux et même de Russes, c'est « ces ponts sont là pour que plus d'ennemis viennent vers vous ». En réalité, on ne veut pas que l'ennemi vienne comme ça. C'est une chose si tout cela menait à United Nations piège, mais ce n'est pas United Nations piège. C'est une ligne de front qui fait plus de 1000 km. Donc tu ne veux vraiment pas qu'ils aient la vie facile pour faire entrer des hommes. Tu ne veux pas qu'ils puissent faire entrer des chars supplémentaires et du matériel. Tu ne veux vraiment pas ça. Tu veux que les forces présentes soient affamées et détruites, ce qui sauve la vie des tiens. Deuxièmement, autre argument, oh, ces ponts doivent rester. L'armée russe détruit ces ponts parce qu'elle veut les utiliser. Ce serait génial si on avançait, tu sais, 50 ou 100 km par jour, comme on avançait avant l'ère des drones. Mais le rythme de l'avance et tout, ils font sauter eux-mêmes ces ponts, avant même que vous n'y arriviez, bien avant. Donc c'est une excuse qui ne tient pas. On ne va pas récupérer ces ponts. Quand il faudra traverser le Dniepr, ça se fera sur des pontons et avec du matériel amphibie. Voilà la réalité. Il y a European Union plein d'excuses et de raisonnements différents. Je le dis franchement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je roule le zini. Mel c'est je tuile. Mel c'est ça mon cornel. L'usine. L'usine éthique. Comme je l'ai dit, d'United Nations, point de vue militaire, ça n'a absolument aucun sens. Du point de vue politique, surtout que je ne sais pas quel était l'esprit d'Anchorage. Personne ne le sait, à part ceux qui y ont participé. On ne sait pas. Lovro a dit qu'il n'y a aucun signe de l'esprit d'Anchorage. Mais c'était quoi l'esprit d'Anchorage? Écoute, je n'ai jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Étonnamment, même l'administration Trump n'a rien annoncé avec fanfare, alors qu'ils ont l'habitude de tout dévoiler. Ils ne retiennent rien non plus, ils n'attendent qu'une chose, se vanter. Mais personne n'a rien dit. Donc je ne sais pas ce qui a été discuté. Personne ne le sait, sauf les gens qui en ont discuté. Quiconque vous dit le contraire devine au mieux et au pire raconte n'importe quoi. Donc voilà la réalité. Tout ce que je peux faire, c'est m'appuyer sur ma formation et mon expérience et observer. Malheureusement, j'ai beaucoup parlé, mais les gens au front ne savent pas, personne ne sait. C'est United Nations dossier politique. On va attendre et voir ce qui en ressort. Personne ne veut d'accord, je le dis d'emblée. Dans l'armée russe,
Personne ne veut d'United Nations accord. Le seul accord qu'ils veulent, c'est la capitulation de Kiev. Peut-être aussi de la part de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais clairement aucun autre accord. Je vous le dis franchement. L'armée russe est dans United Nations état d'esprit combatif, très en colère. Donc voilà, c'est Je pense, Tas, que la difficulté, c'est qu'ils ont en quelque sorte changé la réalité de la guerre, les Européens avec les Ukrainiens, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas les armes qu'ils avaient au début de la guerre. Tout est épuisé, alors ils se sont tournés vers ces drones et les utilisent pour faire pression sur la société russe, sur le peuple russe et influencer la politique intérieure de la Russie. Je pense que United Nations, des points que j'ai mentionnés, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à John Elmer, et United Nations, autre point, l'United Nations, des arguments pour ne pas escalader, pour ne pas aller vers la partie occidentale de l'Ukraine, c'est que beaucoup d'analystes militaires occidentaux affirment que la Russie n'a pas bougé. United Nations pousse depuis le début de la guerre, c'est leur argument. Je veux d'ailleurs passer United Nations extrait, United Nations analyste sur la chaîne CNN, l'émission de Farid Zakaria. Il disait qu'en quelque sorte l'Ukraine est en train de renverser la tendance face à la Russie. Et voici ce qu'a dit sur CNN ce général de division à la retraite, Mark McCauley. Eh bien, je pense que la meilleure mesure est celle prise sur le terrain, parce qu'en fin de compte, la guerre se combat au sol. Ce que vous avez décrit ces dernières minutes, c'est ce qu'on appelle une guerre de confrontation, où les deux parties, la Russie et l'Ukraine, tirent tout leur arsenal, envoient des salves de missiles, des missiles balistiques et des drones à travers la frontière. Mais quand on évalue ce qui s'est passé, les Russes n'ont pas réussi à déplacer la ligne de contact d'une distance significative durant les 6 derniers mois. Et c'est significatif. Cela constitue United Nations réel défi. Succès des forces terrestres ukrainiennes, voilà pourquoi je pense qu'il est légitime de dire que les Ukrainiens s'en tirent bien mieux en 2026 qu'ils ne l'auraient fait l'année dernière. Ouais, vous avez entendu ce qu'il a dit, et moi, je n'ai pas encore reçu la vidéo de mon côté. Elle est toujours en chargement. Donc si tu peux paraphraser ce qu'il a dit. Non, non. J'ai le petit cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ça m'est déjà arrivé. J'étais avec Rick Sanchez, il faisait passer United Nations extrait, et je me disais, oui, c'est bien ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit qu'il n'y avait pas, ces 6 derniers mois, les Russes n'ont pas réussi à avancer vers l'ouest de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens ont European Union tellement de succès cette année, en 2026, mieux qu'en 2025, parce que les Russes n'avancent pas vers l'ouest de l'Ukraine. Ces United Nations signent de victoire pour l'Ukraine en ce moment. Je ne sais pas ce que ça signifie pour les États-Unis, mais quand on en vient à ce genre d'arguments, qu'ont-ils comme preuve? Parce qu'en montrant ça, ils disent que l'Ukraine est en train de renverser la situation. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? La semaine dernière, l'Ukraine a dit, vous savez qu'on pourrait devoir se retirer de Mirograd. Vous savez, Mirograd, qui était encerclé et anéanti il y a 6 mois. Oh, on pourrait devoir se retirer de Mirograd. C'est une réalité fabriquée. De toute façon, la plupart des Occidentaux ne sauraient jamais situer Mirograd sur une carte ni aucune de ces autres localités. Le fait est, Constantin, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Ils vous raconteront n'importe quoi. Vous savez, l'économie russe s'effondre. La Crimée n'a plus d'essence. Eh bien si, il y en a en quantité limitée, parce qu'ils frappent les routes et posent des mines à distance sur les axes principaux. Mais la Crimée est limitée à 20 litres par personne et par jour, soit la moitié d'United Nations plein par jour et par personne. Ce n'est pas si peu pour le conducteur moyen. En 2 jours, vous pouvez encore faire le plein complet, sauf si vous roulez beaucoup. Mais l'idée, c'est que c'est juste une gêne.
Ce dont vous n'entendez pas parler, pendant qu'on vous raconte que Vladimir Vladimirovitch est soit en train de mourir de 10 maladies différentes à la fois, soit qu'il a dépensé 58 milliards de dollars en traitement pour vivre éternellement, tout ça venant de la même source d'ailleurs. Ce dont vous n'entendez pas parler, c'est que Konstantinovka est sur le point de tomber. Environ 80% est déjà entre les mains russes. Sur le côté sud, il y a United Nations grand chaudron de troupes ukrainiennes encerclées, United Nations autre chaudron au nord. Ce dont vous n'entendez pas parler, c'est que des soldats russes se trouvent à environ 5 ou 6 kilomètres du côté de Druzhinka, Kramatorsk et Slavinsk. Ils se rapprochent de ces positions. Ce dont vous n'entendez pas parler, c'est qu'à Zaporojie, Sarekov est déjà en cours d'encerclement tactique. Des soldats russes à l'est et à l'ouest sont à environ 6 ou 7 kilomètres. Et Malatomachka est en train d'être investi par des soldats russes, et Oryakovo est la dernière grande cité forteresse au sud de Zaporojis. Vous n'entendez rien de tout ça. Vous n'entendez pas non plus que la grande contre-offensive ukrainienne dans la portion ouest du Zaporojis central, qui était à l'arrêt, est maintenant en train d'être repoussée. Les Ukrainiens sont meilleurs pour prendre du terrain que les Russes, tout simplement parce qu'ils se fichent des pertes humaines. Mais le problème de cette stratégie, c'est qu'une fois le terrain pris, il n'y a personne pour le tenir. Puis la marée contre-offensive revient et ils se font repousser. Mais ça fait de la bonne communication pendant United Nations certain temps. Et ensuite, on ne parle plus du fait que tous ceux qu'on a envoyés là sont morts et qu'on a perdu ce qu'on avait pris. Donc vous n'entendez pas parler de soldats russes à environ 7 km au nord de Soumy, s'infiltrant à travers la lisière du bois jusqu'aux abords de Soumy, parce qu'une force assez dense fait United Nations bon travail pour bloquer les drones. D'une part, cela rend difficile de repérer les troupes qui se déplacent, et d'autre part, c'est juste difficile de les atteindre quand il y a des arbres et des branchages. Les drones ont du mal à voler entre les arbres et les branches. Donc on n'en entendra pas parler, évidemment, parce que ça ne rentre pas dans le récit. Vous n'allez pas entendre parler de la prise de Kupinsk par la Russie dans son intégralité. Ça a fait des allers-retours. Il ne reste plus grand-chose de la ville à ce stade. Mais ce n'est pas ce dont on va parler, surtout pas sur Cable News Network ou Fox News, surtout pas venant United Nations Général qui lit United Nations texte préparé à l'avance et qui empoche des millions pour ça. On ne vous le dira pas, jamais, jamais. Je crois que la question essentielle que vous venez de soulever pour l'administration et pour les décideurs politiques russes, c'est que s'ils essayent d'escalader, quel serait le taux de perte chez les Russes parce qu'ils ont été si prudents depuis le début de cette guerre. Vous vous souvenez de l'époque de Prigojine. Prigojine demandait, vous savez, d'une certaine manière de faire quelque chose, mais tout tenait au fait que l'administration savait que toute escalade en profondeur dans la partie occidentale de l'Ukraine entraînerait d'énormes pertes pour les Russes. Cela pourrait être United Nations piège. Et d'ailleurs, quel est l'intérêt d'aller dans la partie occidentale de l'Ukraine? Y a-t-il, selon vous, United Nations, objectif quelconque à aller dans la partie occidentale de l'Ukraine? Oui, il y en a United Nations. Et je le dis, d'abord Prigojine, il faut bien comprendre cette sorte de progression en matière d'entraînement. Vous savez, il recrutait dans les prisons. On lui a interdit de recruter dans les prisons. Personne n'en parle. Et la raison, c'est qu'il ne recevait aucune formation. Ces gars n'ont reçu pratiquement aucune formation et il utilisait littéralement leur corps. Et il se faisait ensuite photographier devant leurs cadavres en disant « Vous voyez, si seulement j'avais European Union assez de ceci ou de cela. » Et il obtenait beaucoup de munitions. J'en ai plein. Il en avait plus que n'importe qui d'autre. Et la raison, encore une fois, c'est que le ministère de la Défense l'avait interdit. Et encore une fois, quand ils prennent des gens en prison, ils ne prennent pas des tueurs en série ou des violeurs. Ce sont surtout des gens condamnés pour, disons, avoir tué quelques United Nations lors d'une bagarre de bar, des trucs comme ça. Des voleurs, des gens comme ça.
On leur donne la chance de se racheter auprès de la société. Mais oui, il a subi 18 000 pertes, et c'était énorme, toutes choses confondues. Oui, il a avancé plus vite que l'armée russe, mais avec des pertes massives en comparaison. C'est à ce moment-là que l'armée et le gouvernement ont dit non, ça suffit, on t'a interdit de recruter. On t'interdit de recruter en prison parce que tu sacrifies des gens. Vous savez, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Et la principale source d'argent de Prigojine était de fournir des approvisionnements à l'armée, de la nourriture. Et je pense qu'il cherche encore où est passé tout l'argent, parce qu'il en détournait pas mal. Donc voilà. Et c'est pourquoi tout le reste a avancé plus lentement. Ils économisent la main-d'œuvre. Cela dit, les Ukrainiens sont vraiment faibles en termes d'effectifs. La Russie a 350 000 soldats en réserve. Les bataillons sont alternés. Ils passent quelques mois au front à combattre, puis sont retirés et reconstitués, et le bataillon suivant entre en jeu. Et ils acquièrent tous de l'expérience de combat, ce qu'on ne peut pas vraiment dire des Européens, pour des raisons évidentes. Les Européens ne sont pas des Russes. Eh bien, pourquoi irait-on dans l'ouest de l'Ukraine? Voyez-vous, le concept initial que les Américains et les Britanniques avaient pour l'Ukraine, c'était que la Russie foncerait, saisirait tout, puis nous lancerions une guerre de guérilla générationnelle pour saigner la Russie à blanc. Ça n'a pas tout à fait marché. Et ce qui s'est passé avec cette guerre d'usure, c'est que la plupart des gens que vous auriez pu recruter pour la guérilla, la guerre de partisans, sont morts. Ils sont morts. La plupart des types qui, quand et dans quelles conditions, je ne le dirai pas, mais quand les combats cesseront, la plupart d'entre eux ne deviendront pas des partisans. Ils seront ravis d'être encore en vie et d'avoir encore tous leurs membres. Des partisans en prothèse, ça ne sera pas fréquent. C'est la réalité. Pourquoi la Russie devrait-elle aller dans l'ouest de l'Ukraine? Désolé, j'ai United Nations petit rhume, donc je préférerais ne pas avoir à le faire. Nous préférions que les Polonais aillent dans l'ouest de l'Ukraine. Nous préférons que les Hongrois aillent dans l'ouest de l'Ukraine. Les Roumains, les Moldaves, les Slovaques. Allez reprendre vos terres. Allez-y, prenez-les par tous les moyens. Et ensuite, occupez-vous de ces nazis. Vous les avez créés vous-même. Le problème, c'est que quoi qu'il reste de l'Ukraine, il n'y a pas de bonne issue. D'armes violées. Et instinct cure, et tirs, et styrie. Si la Russie ne reprenait que les terres purement russes, ce serait, on commencerait à Kiev, sur la rive ouest du Dniepr, puis on descendrait jusqu'à Odessa. Cet arc, le centre et l'est de l'Ukraine, c'est tout russe. L'ouest de l'Ukraine. Oui, autrefois c'était russe aussi. Même la Galicie était russe, jusqu'au XVe siècle environ. Mais nous avons perdu ces territoires, et ces populations se sont mélangées avec d'autres peuples. Donc très bien, gardez-les. Mais le problème, c'est que ces régions sont peuplées de nazis. Ils le sont toujours. Et si ce qui reste est une Ukraine indépendante, tout ce que ce sera, c'est United Nations foyer de terroristes, des terroristes soutenus par l'Occident et des ennuis sans fin. Officiellement, vous n'êtes plus en guerre contre elle. Donc ça pourrait être la seule raison d'aller dans l'ouest de l'Ukraine. La Russie n'est pas très emballée par cette idée. C'est ce que veut l'Occident, pour que les Ukrainiens continuent à saigner pour l'Occident pendant des générations. Comme je l'ai dit, nous préférerions que les Polonais attaquent pour reprendre ces terres et les Hongrois. Allez-y, prenez-les. Dernière nouvelle, les États-Unis attaquent l'Iran pendant que nous parlons. Je viens d'enregistrer avec Larry Johnson. On a dit, ouais, environ 5 heures. Je vais probablement le faire. Celle-ci dure plutôt 15 minutes. L'attaque est en cours. Annonce faite à l'instant, le commandement central des États-Unis vient d'annoncer que les États-Unis mènent des attaques contre l'Iran en réponse à l'attaque contre des soldats américains. Oui, cet hélicoptère. Vous savez ce qui est arrivé à cet hélicoptère? C'était dans le détroit d'Urmouz que l'Iran a attaqué l'hélicoptère avec United Nations drone. Et la chaîne CNN a confirmé que c'était le drone Shahed 136 qui a frappé l'hélicoptère et eux, les pilotes sont vivants, ils vont bien,
Comme Donald Trump l'a dit, il a annoncé que l'attaque arrivait et qu'elle se déroule pendant que nous parlons. Et apparemment l'attaque est en cours. Oui, il y a des rapports d'explosion à Bandar Abbas et Sirik, deux îles près du détroit d'Urmouz et du golfe Persique, dans le sud de l'Iran. Je ne sais pas quel est l'objectif principal. Est-ce que ce sera une attaque limitée contre l'Iran et comment l'Iran va y répondre? C'est de la folie. On l'avait dit, on en parlait, ce blocus allait entraîner d'autres escalades. Tu en penses quoi? Chien pardorme. Chien. Ouais. Écoute, il n'y a pas European Union de cesser le feu. Oublions cette idée. C'est passé d'United Nations conflit à haute intensité à United Nations conflit à basse intensité, mais il n'y a jamais European Union de véritable cessez-le-feu. Deuxièmement, comme je le disais à Larry, cette vidéo sortira United Nations peu plus tard, peut-être demain matin. Je publierai cette vidéo. Mais, comme je le disais à Larry, j'étais engagé dans United Nations bataillon d'attaque Apache quand j'étais dans la garde, alors que j'étais encore à l'université, la première fois. C'est des conneries. Je te le dis franchement, c'est des conneries. C'est la 6e fois que Trump fait marche arrière, qu'il déclenche l'action, puis renonce à United Nations accord de paix avec l'Iran. La 6e fois. Ça a commencé, tu sais, l'été dernier, quand les Israéliens ont fait leurs conneries. Je veux dire, y compris le 28 février. Il y avait United Nations accord sur la table, et il a appuyé sur la gâchette et a déclenché la guerre, non? Laisse-moi te montrer United Nations hélicoptère Apache. Donc si le moteur tombe en panne, si le moteur principal d'United Nations Apache s'arrête, devine comment il atterrit, comme une brique qui tombe. Il tombe tout simplement. C'est United Nations hélicoptère. Il ne plante pas. Au moment où le rotor principal ne tourne plus, il tombe comme une putain de pierre. Si le moteur tourne encore, si les pales supérieures tournent encore, il peut faire une sorte de chute contrôlée. Si son rotor arrière est détruit, il fait ça en descendant, parce qu'il ne peut plus se contrôler, ni se stabiliser. Il va juste commencer à tourner en sens inverse par rapport au rotor. C'est vraiment difficile de survivre quand United Nations hélicoptère s'écrase. Franchement, ce n'est pas l'Atlantique Sud. On ne s'éjecte pas d'United Nations Apache. Pourquoi? Parce que tu passerais à travers les pales. Il n'y a pas de porte latérale non plus sur United Nations Apache pour sortir. Quand United Nations Apache atterrit, la seule façon de sortir est d'ouvrir la verrière et de grimper dehors, alors qu'il coule. Que cet Apache ait pu descendre, disons sur 150 mètres environ, sans que personne ne soit tué ni blessé. Des conneries, totalement bidons. Donc je ne crois pas une seconde que les pilotes n'ont pas été blessés. Je ne crois même pas que l'incident de l'Apache ait European Union lieu. Et si c'est vrai, Trump, combien de témoins y a-t-il pour cet Apache? T'as vu des photos? Je n'ai rien vu. On n'a que des déclarations. On n'a pas de vidéo. On n'a que des paroles. Les hélicoptères Apache ne volent normalement pas. Bon, je suppose qu'ils pourraient survoler le golfe pour tirer sur, je sais pas quoi, des barques. Les 16 d'Ideloche. Beleche de Diloche. Bon, c'est princesse. Pense c'est bien celui-ci. Pense. DCC. Paris. Il a dit qu'il patrouillait dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas ce qu'il y faisait parce que le détroit d'Ormuz ne fait pas partie des eaux internationales. Exactement. Tu n'envoies pas United Nations Apache dans le détroit d'Ormuz. Enfin, tu pourrais, je suppose. Je veux dire, avec Trump, on peut s'attendre à n'importe quoi. Et certains généraux et amiraux autour de Trump sont encore là. Ce sont des laquais. Mais pourquoi enverrais-tu United Nations foutu Apache dans le détroit d'Ormuz? C'est carrément stupide. Deuxièmement, touché par United Nations Drew, United Nations Eagle 2 a atteint et touché United Nations ravitailleur américain qui est retombé en morceaux au-dessus de l'Irak. Je veux dire, United Nations Eagle 2, c'est en gros comme United Nations missile portable amélioré. C'est United Nations missile sol-air portatif. United Nations missile Stinger, c'est le mot que je cherchais. Donc il peut monter assez haut. Je veux dire, c'est généralement ce qu'on utilise pour abattre des avions, pas des drones. Et United Nations Drone Shahid,
n'est pas exactement United Nations drone très rapide, pas les vieux drones Shahid. Donc, pourquoi enverrais-tu United Nations Apache là-bas? Aucune idée. Ça sonne juste comme de la foutaise. Tu veux juste United Nations Apache. Tu sais comment on utilise normalement les Apache au combat? Comment on doit les utiliser en combat terrestre? Ce sont des plateformes de tir de précision, surtout quand ils ont le radome au-dessus des rotors, le rotor supérieur. Donc ce que tu fais, c'est tu envoies les Apaches. Ils se cachent derrière au moins United Nations, de préférence 2 éléments du terrain, des collines, des forêts. Ils sont en vol stationnaire bas. Le radar est au-dessus et ils restent là, en stationnaire. Et ils surveillent par exemple une colonne de chars qui arrive. Ils surgissent, tirent des Hellfire, replongent et se replient vite. Et si tu es United Nations tankiste, tu sais quand United Nations hélicoptère d'attaque est dans le coin parce que quelque chose vient d'exploser. Genre, ah d'accord, il y a des hélicos. Mais les hélicoptères n'engagent pas le combat directement. Pourquoi? Parce que, surtout les Apaches américains, ils ne sont pas blindés. Il y a European Union, United Nations bataillon d'Apaches américains qui a tenté de charger tout seul pour détruire United Nations bataillon de gardes irakiens. Ils se sont fait laminer. Non, ils ont tué beaucoup d'Irakiens, mais les Irakiens ont ouvert le feu avec quoi? Avec des fusils d'assaut Kalachnikov et des mitrailleuses. Ils les ont anéantis parce que ces appareils n'ont pas d'armure. United Nations projectile traverse United Nations Apache. Enfin, on ne peut pas appeler ça une plaque. C'est la peau de l'hélicoptère. Donc normalement, on n'enverrait pas ça sur le terrain. Mais ça fait une bonne excuse, si vous voulez éviter d'avoir à signer quoi que ce soit. Enfin, Trump parlait pour parler. Bien sûr, certaines conditions que Trump évoquait, c'était que l'Iran accepte. Si les conditions dont il parle, c'était comme si l'Iran acceptait d'être violé en réunion. C'est on va renoncer à l'enrichissement de l'uranium pendant 15 ans. On va fermer tous nos sites nucléaires. On va accepter des inspections inopinées. On va renoncer à notre uranium hautement enrichi. Des conneries. Désolé. Je veux dire, ça en est arrivé à United Nations tel point. Il sait qu'il ne l'obtiendra pas. Il sait qu'il ne l'obtiendra. Il en parle quand même. Je ne sais pas si c'était même l'offre. Avec Trump, on ne sait pas ce qui est réel et ce que son esprit dérangé vient d'inventer. Vous avez déjà connu United Nations menteur pathologique. Vous en avez déjà côtoyé United Nations. Non. Moi, oui. Quand j'étais engagé dans cette unité Apache, mon sergent, mon encadrement, mon sergent United Nations sous-officier était United Nations menteur pathologique. Le problème avec les menteurs pathologiques, c'est qu'ils passent toujours les détecteurs de mensonges. Parce que United Nations détecteurs de mensonges n'arrivent pas à détecter United Nations mensonges. Ils détectent des réactions corporelles, nervosité, sueur, pouls. Et ils relèvent ça parce que d'habitude les gens deviennent nerveux quand ils mentent. Vous savez pourquoi on ne peut pas coincer United Nations menteurs pathologiques? Parce qu'ils croient leurs propres conneries. Ils croient totalement à leurs idioties, aussi stupides que soient leurs propos. Je veux dire, ce type, tu vois, il faisait à peu près environ 155-160 cm. Pour le public américain, c'est à peu près 5 pieds 5 pouces. Et il racontait à United Nations type maigrichon qu'il pouvait, tu sais, faire du développé couché 200 livres 100 kilos. Non, tu ne peux pas. Aussi, je peux le faire. Non, non, tu n'y arrives pas. Et il montait sur le banc, et évidemment, il n'y arrivait pas. Parce qu'il était tout maigre, tu vois. Il disait, c'est des poids truqués, ou je sais pas. Il commençait à se trouver des excuses. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont menti. Ils croient à leurs propres mensonges. Donc tu vois, on ne sait pas ce que Trump raconte. Je pense qu'il y a au moins United Nations peu de... Ce n'est pas que du narcissisme. Je pense qu'il y a du mensonge pathologique. Alors, encore une fois, ne prenez rien de ce qu'il dit pour argent comptant. Il vous en faudrait tout United Nations tas de sel. C'est Trump. Dieu seul sait quelle est la vérité à ce stade. Voici la liste des cibles.
la base navale de Sirik, la base navale JASC et United Nations Site de défense aérienne à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Ce sont les cibles pour l'instant. Il semble que le Koweït, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis se préparent à des attaques iraniennes. Ils s'attendent à des attaques iraniennes. Et pourquoi pas? Parce qu'ils permettent que leur espace aérien et leur territoire soient utilisés pour ces attaques. Ils font partie de ce... S'ils ne voulaient pas être ripostés, ils interdiraient tout décollage d'ici, ou ils dégageraient de notre territoire. Ils méritent ce qui leur arrive. Ils sont impliqués dans ce conflit. Yay! Oui, l'Iran a annoncé que des représailles allaient suivre. Ils veulent attaquer immédiatement. Je suppose qu'ils vont de nouveau attaquer le Koweït, parce qu'ils ont touché des cibles là-bas. Lors des récents tirs de missiles vers Israël, ils ont frappé des bases israéliennes. Et aujourd'hui, nous avons vu certaines de ces bases touchées par des missiles iraniens. Et je pense que la guerre reprend d'une certaine manière. Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais la situation est tellement... Écoutez, il n'y a aucune négociation. Il n'y a aucune. Et Donald Trump intervient. Tu vois, J.D. Vance est intervenu hier et aujourd'hui on apprend qu'il a donné 2 interviews, l'United Nations après l'autre. Il a dit qu'on allait conclure une sorte d'accord dans 2 jours, peut-être cette semaine. Et tout ça, c'est pour le marché. Je pense que rien d'autre ne compte pour cette administration. Ils veulent juste manipuler le marché. Ils disent que Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahou qu'il savait ceci et cela. Ouais. Regarde, je veux dire, pourquoi dirais-tu ça? Juste parce que Trump a effectué 3000 mouvements en bourse qui lui ont rapporté 4 milliards de dollars au cours de la dernière année et demie, je veux dire, pourquoi ferais-tu ce genre d'accusation? Nima, tu es United Nations théoricien du complot. Mais Trump a bien été condamné à une amende. Il a été condamné 200 $. C'est comme United Nations pour boire. Voilà. Laisse-moi tranquille. Va t'acheter United Nations, truc qui brille. Tu sais ce qui est incroyable? S'ils attaquent Israël, s'ils attaquent l'aéroport Ben Gourion, il y a énormément de choses à frapper. Je ne sais pas quelle serait la réponse des Iraniens. Voyons ce qu'ils feront. Regarde, ils essaient de garder ça limité. L'Iran va riposter durement. Ils vont devoir intensifier l'escalade. Et les États-Unis seront à court de munitions de frappe à distance dans environ 2 semaines. C'est vrai? Et après, envoyer des bombardiers au-dessus de la quasi-potentité de l'Iran pour larguer une bombe sur Téhéran. Tu sais combien de chasses et bombardiers tu vas en perdre en chemin? Ouais. Donc, mais... Parce qu'ils espéraient, au fait, Stas, qu'avec une attaque israélienne contre l'Iran, sans ravitaillement pour les chasseurs israéliens, ils ne pourraient pas s'approcher des frontières iraniennes, frapper les objectifs et revenir sans ravitailler ces avions. Ouais. Et les Israéliens disaient que les États-Unis ne nous aidaient pas pour l'attaque, pour la défense. Ils nous aidaient d'une certaine façon pour la partie défensive de l'opération. Mais vous faites juste du bruit, à mon avis. Ça n'a aucun sens pour quiconque connaît la réalité de l'armée israélienne et ses capacités. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour Trump. Je veux dire, d'accord, peu importe Trump. Les gens autour de lui, au moins certains d'entre eux, savent ce qui se passe. À quel moment dit Trump? Ça a été trop loin. On va perdre. Regarde, les États-Unis ont été pratiquement expulsés du Golfe Persique. Tout ce que les États-Unis ont construit pendant 30 ans. Quoi? 200 milliards de dollars de dégâts? Ce sont des estimations plus récentes. Les États-Unis n'ont pas cet argent pour tout réparer et qui va les laisser revenir maintenant. Je veux dire, si ça monte jusqu'à la destruction des réseaux électriques, tu sais, ces alliés américains cesseraient d'être des pays. Plus d'électricité, plus d'eau. Il n'y aura pas d'invasion terrestre. Je veux dire, bon sang, il fait 50 degrés.
Ça fait environ 120 pour le public américain. Voyons, ils ne vont pas. Avec United Nations gilet pare-balles, tu vas mener des opérations de combat à 120 degrés. Exact. Ouais, ça va être. Ta température centrale va. S'il fait 120 degrés ou 50 degrés Celsius dehors, mais United Nations gilet pare-balles et, mec, autant dire qu'il fait 60 ans 101. Aisé de bouger dans ces conditions. Aisé de faire quoi que ce soit dans ces conditions. Et je ne parle même pas de l'équipement. Tu sais, je veux dire, j'ai été consultant là-bas. Je veux dire, je suis allé à Dubaï en été. C'était insupportable. Mais on était surtout dans des endroits climatisés. Ceci dit. Mais, tu sais, j'ai été consultant là-bas. Dans les champs pétroliers et gaziers de Tanguy qui se trouvent dans l'ouest le centre-est du Kazakhstan, près de la mer Caspienne. En hiver, il faisait moins 30 avec du vent. Et en été, les températures moyennes étaient autour de 45 à 50, pouvant atteindre 50 à 50 degrés. Le travail s'arrête. Sans parler du fait que tu travailles 30 minutes et tu dois te reposer 1 heure. C'est la seule façon d'empêcher les gens de mourir. Mais le travail s'arrête à 50 ou 55. Parce que même avec des gants en cuir épais, tu ne peux pas toucher le métal. Il est tellement chaud. Ça te brûlera à travers ces gants. Ce sont des gants en cuir rembourrés. Franchement, les gens n'ont jamais connu une telle chaleur. Ils ne comprennent pas ça. Et puis l'humidité là-bas. Je veux dire, le détroit d'Urmu frôlera les 100% d'humidité. Il n'y aura pas d'invasion terrestre. Il y aura des pertes massives. Je veux dire, l'environnement lui-même va faucher des gens de tous les côtés. Je pense que le danger, à ce stade, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de cibles dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et ils vont devoir faire autre chose que ça. Il y aura certaines cibles en Israël. Peut-il être qu'ils viseront, je ne sais pas, des porte-avions ou des destroyers à temps. Les porte-avions vont être à 1000 km, à faire de grands cercles dans l'océan Indien. Sauf qu'au lieu d'en avoir United Nations ici et United Nations autre, Il n'y en a plus United Nations seul dans la région. ouais, ils sont inutiles. Ils ne peuvent rien faire. Si tu les amènes à portée de combat, ils seront coulés ou endommagés de toute façon. Alors, as-tu vu les vidéos du Ford sur cet incendie? Non. Ah oui, des vidéos ont fuité depuis l'intérieur du Ford. Moi, je dis toujours que c'était... Hein? Quelle était la raison de l'explosion? Oh, la raison officielle, c'est toujours United Nations incendie dans la buanderie. Ça ne ressemble pas à United Nations feu de buanderie. Je suis assez sûr qu'ils ont été frappés. J'ai vu les photos. Je n'ai pas vu la vidéo, d'ailleurs. J'ai vu les photos et c'était énorme. Je ne sais pas quel genre d'incendie c'était. C'était juste énorme. Il faut voir que United Nations porte-avions comporte, tu sais, plusieurs milliers de compartiments étanches. Ce sont ces compartiments qui l'empêchent de couler, non? Donc si l'incendie vient de la buanderie, tu peux isoler ces compartiments. Théoriquement, tu peux juste les condamner et étouffer le feu en lui coupant l'oxygène. Mais ils ont bataillé pendant 30 heures et franchement, les vidéos montrent des dégâts énormes. Donc ouais, c'était... Je pense qu'ils ont été touchés. Je ne sais pas s'ils l'admettront. Mais Israël profite de l'occasion pour frapper des objectifs à Beyrouth. On dirait qu'on a entendu des explosions à Beyrouth et Israël se sert de cette opportunité pour intervenir dans la confrontation entre l'Iran et les États Unis. Dernière nouvelle, le Qatar et le Koweït ont fermé leur espace aérien. Je ne sais pas où cette folie va nous mener, et soir, Israël du dé. si ça continue, comme je l'ai dit, les États-Unis épuiseront assez vite leurs munitions à longue portée. Et après, Je pense qu'ils doivent continuer parce qu'il faut trouver une sorte de solution à ça. On ne peut pas les laisser vous harceler et vous frapper sans cesse. C'est la recette du désastre. Nope. tu as remarqué que la position de l'Iran a changé. Ouais, L'Iran est beaucoup plus sûr de lui. Ce n'est plus en mode survie. Maintenant, c'est plutôt, bon, voyons, qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est le mode de l'Iran. Et ça veut dire, tu sais, balance ce que tu veux.
On peut gérer. Ils n'ont plus cette nervosité qu'ils avaient au début de tout ça. Non, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont pas. La société bouge et met la pression sur le gouvernement. Il faut se battre. Il faut aller les chercher. Ne pas les laisser s'en tirer pour ce qu'ils ont fait à l'Iran. Donc la société russe, ça me rappelle la Russie et les sanctions. Parce que quand la menace de sanctions pesait sur la Russie, les grosses sanctions dont je parle, celles mises en place en 2022, celles qui avaient été bien préparées, les gens avaient peur. Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? La société va-t-elle s'effondrer? On n'avait aucune idée des conséquences de ces mesures. Donc, Et puis les sanctions sont tombées. Il y avait des gens qui paniquaient, certains faisaient des réserves et tout ça. Le fait que des podcasteurs attisaient ça n'a pas aidé. L'United Nations 2 a été filmé par une caméra de sécurité. On le voit vider une étagère. Il ne reste qu'United Nations seul produit. C'était du genre... Les rayons sont tous vides. Oh mon Dieu. Il a été arrêté pour ça. Il y a une caméra derrière lui qui le filme en train de faire tout ça. Mais jusqu'où peut-on être stupide? Attends, tiens ma bière. Laisse-moi te montrer à quel point je peux être stupide. Mais en 2-3 mois, les gens se demandent, vraiment? C'est tout? Et tu sais, ensuite plus personne n'a peur des sanctions, à personne ça ne fait ni chaud ni froid, personne ne remarque combien de paquets de sanctions il y a, le russe moyen, combien de paquets de sanctions l'Union européenne lui a imposé. Je sais pas, je m'en fiche, c'est la même chose avec l'Iran. Bon, c'est United Nations, peu plus dangereux évidemment, avec des explosions, mais ça ressemble à la même chose pour l'Iran. Ils ont l'air de se dire ouais ok. l'Iran n'a pas d'autre option. Ils doivent riposter. Je pense que pour les négociations, il n'y en aura pas, rien du tout. L'administration Trump est juste incapable de dialoguer. Ils ne le font pas, ils ont peur de parler. C'est pour ça qu'ils envoient des messages à l'Iran. Bon, C'est digne de l'école primaire. Tu sais, et donne cette note à cette fille, et tu veux être ma copine, coche oui ou non. C'est le même niveau, ce n'est pas sérieux, c'est ridicule, incroyable. Qu'est-ce que tu penses que l'Iran va exiger à la fin de tout ça? Mais qui? je pense qu'ils ont changé de politique. Ils veulent protéger tout l'axe de la résistance et ils vont agir ensemble maintenant. Ils ne vont pas se laisser séparer. On ne pourra pas séparer le Yémen de l'Iran, l'Iran de l'Irak, l'Irak du Liban, ni le Liban de la Palestine. Selon moi, l'une des principales conséquences de cette guerre, c'est qu'elle a uni les mouvements de résistance d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Et c'est pour ça qu'Israël attend que les États-Unis attaquent l'Iran, puis qu'Israël attaque Beyrouth, car il sait que s'il attaque Beyrouth, il se fera frapper par les Iraniens. Et les Israéliens ne veulent pas accepter cette nouvelle donne dans la région. Ouais, eh bien j'espère vraiment, parce que les milices de la résistance irakienne, Dave a prévenu Al-Saleni, recule, sinon on va transformer la Syrie en champ de bataille. J'espère vraiment, vraiment qu'une fois que tout sera fini, il y aura une contre-invasion en Syrie. Désolé de t'interrompre. On vient d'apprendre qu'il n'y a pas European Union d'explosion à Beyrouth. C'était autre chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais apparemment, il n'y a pas European Union de bombardement contre Beyrouth. Voici ça. J'espère vraiment que l'une des conséquences de tout ça sera que les milices chiites, et du moins les forces chiites irakiennes, entreront en Syrie pour déloger le groupe d'Al-Mjalani. Il y a encore des alaouites qui se battent. Il y a encore des chrétiens qui se battent. Tu sais, il y a toujours des chiites qui se battent là-bas. Donc, ils ont besoin de renforts. Et j'espère vraiment qu'Al-Jalani et ses coupeurs de tête, les salafistes, seront anéantis et chassés. Ouais. Donc j'espère que ça fera partie des répercussions. Shivolevli. Ouais.
Voici Fox News qui cite United Nations responsable des États-Unis. Les frappes aériennes contre l'Iran se poursuivent, ciblant les défenses aériennes et les radars. La plupart de ces radars et défenses aériennes sont mobiles. Ils peuvent se déplacer. Comment vont-ils pouvoir les atteindre? Voyons. Eh bien, tu sais ce qu'ils font et très probablement, ils ont fait sauter certaines des entrées de ces villes souterraines, d'où sortaient les systèmes anti-aériens, tiraient, puis repartaient sous terre. Ils visent probablement à nouveau à faire sauter ces tunnels, ces entrées. Il y a plusieurs entrées. J'en doute. Ils en ont détruit une grande partie. Et on ne les utilise pas tous en même temps habituellement. On les utilise en rotation pour que l'ennemi ne sache pas d'où ça va venir. Plus probablement, ils vont juste cibler à nouveau les objectifs qu'ils ont déjà frappés. Ils ont été réparés. Ce n'est pas si facile à trouver, à moins qu'ils ne se fassent remarquer en criant « me voilà ». Ce n'est pas comme si les entrées étaient à l'air libre, donc plus vraisemblablement, ils frappent ce qu'ils ont déjà frappé, et ils ne s'approchent d'ailleurs pas des frontières iraniennes. S'éloigner des frontières iraniennes pour frapper des cibles. Et on peut le faire avec des Tomahawk, parce qu'ils ont la portée. Le problème des missiles air-fusil tirés par les avions de combat, c'est qu'ils ont une portée d'environ 200 à 250 km. Certains vont plus loin, mais bon, l'Iran, c'est vraiment immense. Téhéran est de l'autre bout du pays. C'est loin, surtout si on ne peut pas survoler la Turquie. Ils tirent au moins depuis cette zone, voire depuis l'Azerbaïdjan. Donc, venant du sud ou du sud baissé, les Irakiens abattront ceux qui survolent leur territoire. L'Irak n'est donc plus une zone de vol sur garantie. Ouais, ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts. Ils ne peuvent infliger que des dégâts périphériques. Qu'est-ce que... La raison pour laquelle l'Irak en est là, c'est qu'il se préparait à cette attaque. Le gouvernement irakien n'a aucun système de défense anti-aérienne. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'on voit ces gens, les forces de la résistance, sur place. Vous savez, les forces du Hezbollah, ou le Hezbollah. Je parle du Hezbollah irakien. Ils l'appellent Kataib Hezbollah. Et je pense que United Nations, des objectifs principaux des Iraniens, serait de fournir United Nations système de défense anti-aérienne aux Irakiens, au gouvernement irakien. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour protéger leur espace aérien, parce que cela fait partie de la sécurité de l'Iran. C'est une partie de la sécurité de la région. Les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas contrôler les pays du Conseil de coopération du Golfe ni leur espace aérien. Ils vont s'en servir comme aucune de ces armes, aussi puissantes soient-elles, si l'on suppose qu'il existe United Nations États souverains parmi ces pays. Il n'existe pas United Nations tel pays parmi les États du Conseil de coopération du Golfe. Mais s'ils veulent utiliser ces armes, ils ne pourront pas le faire sans la permission des États-Unis. C'est le problème s'ils décident. J'ai une question pour toi. Pense que le Koweït existera encore après tout ça? Je parle d'une entité politique. Je veux dire, c'est la 19e province de l'Irak. Je dirais la même chose pour Bereï. Bahreïn a probablement connu une révolution. En fait, c'est United Nations peu le cas. Mais le Koweït faisait autrefois partie de l'Irak, jusqu'à ce que les Britanniques tracent une nouvelle ligne et disent « Ceci est maintenant le Koweït ». Je pense que l'Irak pourrait le reprendre. C'est possible. Ouais. Et qui va l'empêcher cette fois? Personne. Personne. Ce n'est pas 1991. Personne. Il pourrait finalement se venger dans 30 ou 35 ans. Donc, ouais. D'après le dernier rapport, aucune nouvelle frappe des États-Unis n'a European Union lieu pour l'instant. Il faut attendre pour voir quelle sera la réaction iranienne. Et puis, vous savez, coup pour coup. Hier, je parlais avec Paul Caragrava. Il soulevait United Nations, point important. Il a demandé, mais qu'est tout ce que c'est? Pourquoi l'Iran devrait répondre coup pour coup? Allez mettre fin à la guerre et faites ça. Et puis, vous savez, il y a des gens qui le défendent. Je pense qu'il y a une logique derrière leurs arguments.
Je suis d'accord. Je ne sais pas. L'Iran, eux, je ne sais pas si c'est officiel, mais ils ont en gros une politique de riposte à 150%. Ils vont intensifier. Ils n'iront pas jusqu'au bout, mais ils riposteront plus fortement, ce qui est la bonne chose à faire. Parce que si vous faites coup pour coup, c'est la stratégie américaine. Le coup pour coup, c'est la mort par 1000 coupures. Mais au final, c'est quand même la mort. Donc si quelque United Nations te coupe la poitrine, tu lui coupes la main. Voilà la riposte. Tu veux en refaire une? Coupe-les-moi l'autre côté du torse. Je te couperai l'autre main. Tôt ou tard, ça va rendre très difficile pour l'autre camp de continuer ce jeu de coup pour coup. Et l'Iran a fait ce qu'il fallait. Je veux dire, regardez, ils avaient dit qu'ils frapperaient ces bases. Ils avaient dit qu'ils fermeraient le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est que l'Occident a tellement l'habitude de mentir sur tout. Quand on leur dit la vérité, ils ne la reconnaissent pas. Ils ne reconnaîtraient pas la vérité, même si elle leur sautait au visage en dansant. Ils sont incapables de comprendre la vérité. Quand on adore le maître du mensonge, on s'attend à ce que tout le monde mente tout aussi bien que lui. Et quand on vous dit la vérité en face, vous n'y croyez pas. Non, personne ne dit la vérité. En fait, si, certains le font. Voilà. Et Oui, voici les dernières nouvelles. Les attaques des États-Unis contre l'Iran sont terminées, selon United Nations responsables. oui, puis débuteront les attaques iraniennes contre les États-Unis et leurs alliés. Le cycle continue. Demain matin, je me réveille. Exactement. On va avoir 7 rounds d'attaques de part et d'autre. Les gens en ont assez de ces attaques. Ils veulent mettre United Nations terme définitif à cette guerre. S'il faut agir clandestinement, combattre depuis le sous des sols ou frapper des cibles en Israël depuis les airs, quoi qu'il en coûte, ils sont prêts. Et le gouvernement le sait. Oui, je pense, vous savez, j'ai commencé à qualifier Israël de crime de guerre déguisé en pays. À mes yeux, Israël pourrait-il redevenir United Nations pays normal? Ça pourrait, mais il faudrait une profonde réinitialisation psychologique. Je ne sais pas s'ils sont capables d'une telle réinitialisation, sans se conduire auparavant à leur propre destruction. Tu sais, et le pire, c'est que Netanyahou, aussi mauvais soit-il, a des opposants encore pires. Sexy sosai, kis stils xikomoz. Il n'y a plus de raison. Les personnes censées en Israël n'ont pas voix au chapitre, au gouvernement. C'est une succession de psychopathes. Et malheureusement, Trump est complètement entre leurs mains. Ils ne l'ont. Que peut-on? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Rien. Toute l'administration est sous la coupe des sionistes. Les sionistes aux États-Unis et ailleurs contrôlent en gros tout. Tu sais, l'ensemble est dirigé par Benjamin Netanyahou. Ouais, je veux dire, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable à ce stade. Les historiens vont décortiquer tout ça et se dire, lisez ça si vous voulez rire de cette folie. C'est ce que diront les historiens dans 100 ans, si on est encore là. Donc, tu vois, ça rend le déraillement qui a mené à la Première Guerre mondiale presque rationnel. Exactement. Je regarde des images montrant des drones iraniens se dirigeant vers certaines cibles, peut-être vers Israël. Mais ils survolent l'Irak. Tu sais, j'ai reçu cette vidéo au tout début du conflit. C'était juste une vidéo impressionnante. Donc, c'était à Bahreïn. Et ces voitures roulent en pleine nuit, non? Et ils filment. Et
Tu sais, je ne sais pas exactement la distance. C'est à quelques centaines de kilomètres de Bahreïn, à l'Iran. Oui, à peu près. Hmm. Mais tout l'horizon est parcouru de traînées de missiles qui s'envolent. Oui. Donc, ouais, Et ça vient du côté iranien, depuis quelques centaines de kilomètres. Mais ce ne sont que des traînées de missiles déchirant le ciel nocturne. Ce ne sont que des missiles. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. voyons quelle serait la riposte iranienne. Je pense qu'ils vont la prendre à leurs dépens, mais voyons ce que ça pourrait être. Merci, merci monsieur. Va cessier. Trump s'est éloigné de 5 ou 6 autres accords de paix possibles. C'est la 6e fois qu'il se défile. Il n'est pas sérieux. Non, non, pas du tout. Personne n'y croit, je pense. On verra, on verra. Merci. Merci beaucoup, Seth, d'être parmi nous aujourd'hui. Mais Merci. avec Toujours une. oui, à bientôt, au revoir. À bientôt.